Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de ce mois de janvier de l'actualité en débat sur Espoir 47. L'actualité en débat, votre émission d'information qui reçoit tous les mardis et jeudis à partir de 10h les confrères journalistes pour parler des sujets d'actualité socio-politique. Aujourd'hui, il a fait son retour. Adam est toujours avec nous. Adam Ajournou, le directeur de publication du journal Vision d'Afrique, est avec nous. Le second invité, Cyril Sablachou. Aujourd'hui encore, il a accepté d'être là. On dit Dieu merci. Cyril, bonjour. Je rappelle qu'il est le directeur de publication du journal Le Républicain.info. Cyril, bonjour. Bonjour Anita, bonjour à tous les téléspectateurs de la E47. Ça fait un bon moment. Je rappelle qu'il devait être avec nous pour le tout premier numéro de l'année. Je présente mes sincères excuses. Et c'est l'occasion aussi de souhaiter une bonne heureuse année à tous nos téléspectateurs, tous ceux qui nous suivent et nous font confiance. À vous aussi, à toute la rédaction de la télévision Espoir 47 et au chef, c'est-à-dire au patron de la télévision. Que Dieu les bénisse. Merci et Amen. Adam, bonjour. Oui, Anita, bonjour. Bonjour Cyril et bonjour chers téléspectateurs, sans oublier bien évidemment les téléspectatrices. Les téléspectatrices. Et c'est un vrai plaisir que nous partageons. Avec les téléspectatrices, Adam ne blague pas. Alors, l'ANC prévoit un meeting le 12 du mois prochain, c'est-à-dire le 12 février à partir de 14h dans la commune d'Agoué-Nivé 1. C'est sur la place publique en face de l'église presbytérienne d'Agoué-Nivé. Cyril, dites-nous, serait-ce une manière pour le parti de Jean-Pierre Fabre de remobiliser la base? Oui, vous n'êtes pas sans savoir que depuis les événements tristes de 2020 avec... événements tristes. Je parle de 4%, c'est du débâcle. Donc aujourd'hui, le président de l'Alliance nationale, l'ANC, veut mobiliser sa base pour entamer les préparatifs des prochaines élections, c'est-à-dire les régionales et les législatives. Mais bon, moi je me pose une question, peut-être c'est son premier coup d'essai. Voici aujourd'hui, l'ANC représente encore, entre guillemets, un danger pour le public en place. Nous leur souhaitons bon vent et espérons que c'est... Pourquoi parlez-vous de danger? C'est un parti politique de l'opposition, c'est ce que l'ANC avait comme score. Oui, avant, mais 2020, nous tous, nous avons vu ce que l'ANC a récolté pendant les élections, pendant la présidentielle de 2020. C'est-à-dire il y a une crise de confiance qui est née entre les partisans de M. Jean-Pierre Fabre et son parti politique. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en temps, il y avait eu les problèmes d'argent de 30 millions en temps. Donc vous voyez que beaucoup de personnes aujourd'hui ne font plus confiance à ce parti politique-là parce qu'il y a d'autres qui estiment que ces gens-là ou ces politiques-là sont là pour d'abord remplir leurs poches entre guillemets, c'est-à-dire ils ne prennent pas en compte les vrais problèmes des Togolais. Quand je parle des vrais problèmes des Togolais, je parle du chômage, je parle de la famine. Aujourd'hui, là où nous sommes, nous avons fait. Donc aujourd'hui... Vous avez fait aussi? Oui, pourquoi pas? Directeur de publication. Pourquoi pas? Voilà même le problème. Depuis, est-ce que un jour le président de l'Alliance, de l'ANC, une fois demandé qu'on améliore les conditions de vie et du travail des journalistes, je dis non. Donc moi je dis aujourd'hui l'ANC ne représente plus un danger pour le parti. C'est vous qui le dites peut-être. Oui, et je l'assume. Nous sommes en année électorale, on attend voir que l'ANC aura comme score lors des prochaines élections. On est là. On ne sait jamais. Adam, même question, l'ANC qui annonce une manifestation pour le mois prochain, le 12,
de ce mois, dites-moi, est-ce que c'est une manière pour l'ANC de remobiliser sa base? Oui, ben, c'est vrai. Cyril le disait après donc, la débâcle électorale lors des présidentielles, puisque c'était quand même un revers, étant donné que si nous comparons ces scores-là avec ce que l'on a constaté des présidentielles d'avant, il est quand même hors de question, lorsque vous prenez toutes les logiques liées à l'organisation d'une élection, de voir un parti politique descendre aussi bas. Je pense que cela est lié à beaucoup de pesanteurs. Et ces pesanteurs-là, je pense que lorsque nous voulons les parcourir aujourd'hui, le temps serait insuffisant. Et je pense qu'une remise en cause... rapidement. Non, une remise en cause, non, bon, ils le savent bien et tous les Togolais également sont au courant de Moi, je ne sais tout pas. ce qui peut conduire donc à ces débâcles électorales-là. Et donc je pense qu'il y a fondamentalement une remise en cause des pratiques et des usages politiques qui ont contraint aujourd'hui l'ANC à pouvoir d'abord se remettre en cause et trouver les mots justes pour en réalité convaincre l'opinion, en tout cas celles qui seront encore acquises à sa cause, puisque nous sommes dans un environnement politique. Et quoi qu'on dise, il est quand même hors de question qu'on puisse quand même arriver à dire que voilà, il n'y a plus donc des gens qui adhèrent à cette idéologie de l'ANC. Mais c'est un parti qui s'est effrité énormément, et donc je pense que même cette remise en cause ne suffirait pas pour permettre à l'ANC de pouvoir donc renaître de ses cendres. Mais ce qu'il faut faire aujourd'hui, je pense que c'est en tout cas revisiter profondément aussi bien les instances du parti, puisque ceux qui sont aujourd'hui ont perdu, de mon point de vue, puisque nous ne sommes que les relais de cette population-là, beaucoup de crédibilité au sein de la population. Et je pense que ces facteurs-là vont sans cesse croissant. Chaque jour que Dieu fait, on renoue avec d'autres aspects qui amènent aujourd'hui, en tout cas les adeptes antécédents de l'ANC, à désenchanter face donc à ce parti politique-là. Et cela repose entièrement donc la question de l'opposition carrément dans notre mandat politique. Justement, par rapport à tout ce que vous venez de dire, Adam, dites-moi, est-ce que l'ANC ne serait pas en train de mourir à petit feu? On a vu dernièrement avec le cas, avec le décès de Maître Yaoui à Boibo, quand on parle du car, ce n'est plus ça. On a vu la CDPA dans le temps aujourd'hui, quand on parle de la CDPA. Est-ce que l'ANC serait en train d'emboîter le pas à ces partis politiques? Non, donc bien évidemment, ce que vous avez mis seulement la charrue avant les bœufs, puisque vous savez, un parti politique, il n'y a pas de décret qui annonce son décès. Et étant donné que c'est un parti politique qui est habitué à participer aux joutes électorales, et lors, ce sont donc ces scores-là qui amènent aujourd'hui à dire que voilà, la population s'est désenchantée donc de ces partis politiques-là. Et c'est ce que nous sommes en train de constater donc avec l'ANC, puisque de 35, voire un peu plus pour cent, on descend de moins 5%, et un peu moins de 4% d'ailleurs même. Cela craint énormément, mais je pense que nous ne devons pas nous leurrer. Lorsque nous prenons la plupart des leaders politiques, il y a une similitude. Lorsque nous prenons l'Afrique, c'est pratiquement la même chose. Ils ont toujours fait comprendre à ces militants-là, au lieu de rajeunir les partis politiques, et on veut donc les garder pour soi. Il y en a d'ailleurs même qui essaient d'ailleurs même de changer dans la direction des partis politiques, d'ailleurs même avec leurs rejetons. Et je pense que cela amène à pouvoir poser le problème de savoir que les partis politiques aujourd'hui ne sont plus considérés comme des espaces publics. En réalité, c'est de ça qu'il s'agit. Oui, un parti politique, d'abord, c'est un parti. Voilà pourquoi lorsque vous prenez d'ailleurs même l'organigramme de la constitution des partis politiques, il y a des textes qui le précisent énormément, sans compter le fait qu'aujourd'hui, il y a eu des réformes. Je vois un journal qui l'a titré, pratiquement, des partis politiques vont disparaître. Et moi, je suis d'accord aujourd'hui que l'exemple implémenté au niveau du Bénin soit aujourd'hui fait dans notre pays. Puisque c'est vrai, on ne peut pas comprendre qu'on ait des partis politiques
qui en réalité ne représentent pas grand-chose au pays, mais amènent des gens pour des motivations qui sont les leurs, à leur mettre dans les rues, et nous constatons réellement qu'il y a pratiquement des gens qui essaient pratiquement de désorienter cette jeunesse-là de la vision claire, d'abord de la cadence de développement du pays, et essaient véritablement donc de leur faire comprendre que voilà, ce n'est pas ça, il faudrait donc aller dans le sens contraire. Malheureusement, il y a encore de ces jeunes-là qui n'ont pas compris grand-chose, et puisque nous prenons aujourd'hui le Togo qui fait, à mon avis, beaucoup exception, parce que il y a eu un travail de fond qui a été fait. Lorsque vous amenez une population où le taux d'analphabétisme aujourd'hui a énormément diminué, et le Togo fait partie de ces pays-là qui sont cités en exemple. Donc vous verrez qu'il est très difficile de pouvoir trouver un maillon essentiel de la jeunesse que vous pouvez véritablement donc manipuler à votre cause. Donc je pense que le Togo peu à peu est en train d'arriver à cela. Et c'est vrai, nous n'allons pas mettre les partis à confrontation, mais nous constatons qu'aujourd'hui, à partir du moment où vous avez un parti politique, vous ne faites pas la promotion de la jeunesse, vous êtes appelé à disparaître. Parce que ce qui est aujourd'hui, la jeunesse a compris un certain nombre de choses. Donc la manipulation de les amener à pouvoir peut-être rentrer dans les objectifs de casse, etc., n'y a plus d'actualité. Et je pense que malheureusement, nos leaders, pour la plupart du temps de l'opposition, n'ont pas compris cela et ont toujours tendance à faire croire à l'opinion qu'ils ont quand même un certain nombre de jeunes qu'on peut toujours manipuler. Et je me dis, la recette est tout simplement, aujourd'hui, les appels à manifestation que vous constatez, ce sont des appels qui nous répondent énormément. Et là, c'est le fruit non seulement du désenchantement de la population, mais également du fait que l'interpellation à ces partis politiques-là de revoir, en tout cas, et aujourd'hui, non seulement l'organisation, mais la direction également de ces partis politiques-là, cela fera quand même du bien pour eux et cela fera véritablement donc du bien pour la population. Puisque quoi qu'on dise aujourd'hui, je pense que avoir un parti politique mouvant présidentiel, soit-il qui réellement répond aux aspirations de la population, sans une opposition, n'en est pas une. Donc réellement, il faudrait quand même qu'on puisse arriver à avoir une opposition digne de ce nom. Une opposition qui fait la vraie opposition et non pas une opposition qui monnaie en tout cas aujourd'hui les recettes liées donc à une opposition. Alors Cyril, tout à l'heure Adam a touché un point, on assiste à ça souvent au Togo, les partis politiques viennent, ils font leur temps, ils déversent les jeunes dans les rues avec tout ce qu'on connaît et après ces partis politiques-là disparaissent, ces jeunes-là, certains d'entre eux se retrouvent en prison, d'autres sans emploi et autres là. Est-ce qu'aujourd'hui la jeunesse est obligée de suivre ces partis politiques-là? Non, comme vient de le dire mon aîné Adam, vous l'aurez constaté hein, que tous les appels des partis politiques aujourd'hui deviennent des appels stériles. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse a pu comprendre que ces partis politiques-là ne représentent plus ou ne défendent plus leur intérêt. Depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, moi je n'ai jamais appris que M. Fabre a fait d'un cahier ou d'un bic quelque part, un seul bic de 100 francs. Peut-être qu'il a fait, il n'a pas médiatisé. Non, nous sommes des journalistes après tout. Bien sûr. Nous sommes des journalistes après tout. Nous sommes des journalistes après tout. On n'a même jamais appris hein, que M. Fabre a aménagé un petit bâtiment d'une école ou d'une école quelque part. Non, on n'a jamais appris que Mme Adjamagua a fait un don de cahier, un don quelque part. Non, les gens là sont là pour tout d'abord leur intérêt personnel. Et aujourd'hui, la jeunesse est consciente et la jeunesse réfléchit aujourd'hui. On ne va plus suivre ces gens-là bêtement. Vous voyez, depuis 2020, depuis 2017, j'arrive Anita, s'il vous plaît. Depuis 2017 jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens en prison, des gens qui ont manifesté, qui sont aujourd'hui en prison. Qu'est-ce que ces partis politiques-là font pour leur libération? Parce qu'aujourd'hui, ces jeunes-là n'ont pas un titre ou un statut de prisonnier politique. Qu'est-ce que ces gens-là, ces responsables politiques-là font? Non. Donc moi, je crois que quand vous suivez des gens, par exemple,
nouvelle vision. Vous savez, des gens comme nouvelle vision. Moi, j'ai constaté qu'au fait, ce n'est pas le pouvoir qui les intéresse. Je parle de monsieur Dr Ton. C'est l'intérêt de la jeunesse qui l'intéresse. Il y a également le net qui fait pas mal. Voilà, le net. Même des dons à côté même de la maison. Plusieurs dons dans l'Est Mono. Dans le quartier même de Jean-Pierre Fabre. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait que ces partis politiques, ces responsables-là, se remettent en cause. Pas forcément des dons, mais il y a des créations d'emplois. Quand vous prenez le net, par exemple, il y a le responsable du parti qui organise des formations, des séances de formation. C'est déjà bon. C'est déjà bon. Mais en temps, il avait ouvert au public. Hein. J'avais lu un de ses posts. Non, je crois que c'est déjà ouvert au public. Hein, juste que vous devez participer avec une maudite somme. Il faut payer les formateurs. C'est déjà bon. Donc, quand je vais le dire, il faudrait que ces partis politiques-là se remettent en cause, prennent l'intérêt de la jeunesse. Aujourd'hui, qu'est-ce que les jeunes veulent? Pas beaucoup de choses. Il y a le chômage qui est en train de nous tuer, qui est en train de nous gangréner parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Le gouvernement de Faure Gnassingbé, le gouvernement de Mme Victoire Dubé, ce gouvernement ne peut pas tout faire. Il faudrait que ces partis politiques-là aussi les assistent un peu, à travers des formations comme le fait monsieur Jerry Tama. Donc aujourd'hui, il faudrait que ces partis politiques, ces responsables se remettent en compte, réfléchissent et ils doivent aussi adopter une nouvelle stratégie de mobilisation. Sinon, si c'est rassembler les gens, l'ancien système ça ne peut plus marcher. Alors, pour terminer rapidement, Adam, dites-nous, est-ce que cette manifestation va recevoir l'autorisation du ministère du ministre de l'administration territoriale comme on l'a autorisé à la DMK la dernière fois? Non, de toutes les façons, aujourd'hui on a compris qu'il n'y a rien d'interdit. Non, il n'y a rien devant. Et les manifestations, c'est tout comme si des réunions de parents d'élèves. Il y a 2 élections demain. Non, et c'est comme des réunions des parents d'élèves dans un établissement. Donc ça, je ne vois pas en quoi ce serait dans l'intérêt. Voilà, pour qu'on puisse donc l'interdire. De toutes les façons, s'ils veulent, ce qu'on a compris de la part des autorités, s'ils veulent même organiser les manifestations de lundi à vendredi, je pense que la porte est grandement ouverte, tant puisque... Et qui va travailler? Non, c'est parce qu'ils ont compris qu'ils ont aujourd'hui un grand boulevard. Ouais. Il y a un grand boulevard. Aujourd'hui, il n'y a pas... Moi, je le dis à votre voix, il n'y a plus... On le disait en 2017. Il y a plus de temps. On le disait en 2017. Oui. Il n'y a rien devant. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et en 2020, nous avons vu les résultats de M. Faure Gnassingbé. Aujourd'hui, M. Faure Gnassingbé n'a plus un candidat sérieux devant lui. Et moi, je le dis... Il y a des jeunes qui travaillent dans l'ombre. Quel jeune? C'est parce que ces partis politiques-là ne veulent pas nous donner la chance. C'est tout. Voilà. Monsieur Jean-Pierre Fabre, pourquoi ne pas prendre aujourd'hui un jeune pour que ce jeune-là prenne les rênes de son parti politique? C'est possible. Moi, je crois que toute cette génération-là doit dégager et laisser la place à une jeunesse. Même si la personne crée son parti politique, après tout, le parti politique ne l'appartient pas. C'est ce que dit le parti politique. Il y a les membres fondateurs du parti politique. Il n'est pas la seule personne à créer ce parti politique-là. Il y a des gens. L'autre fois même, il vient de perdre un grand maillon. Voilà, donc je crois que eux tous doivent encore réfléchir. Alors, parlons terrorisme dans cette émission. Le 20 janvier dernier, la présidente de l'Assemblée nationale a clôturé à Lomé la conférence parlementaire sur la lutte contre le terrorisme. Plusieurs recommandations ont été faites à l'issue de ces 2 jours de rencontres, entre autres la rupture des frontières qui séparent les pays, l'adoption des lois prenant en compte les aspirations de la jeunesse, la création d'emplois aux jeunes, surtout en milieu rural, l'instauration d'un climat de confiance entre les jeunes et les forces armées. Nous allons nous intéresser à 2 de ces recommandations-là. On commence d'abord par la création d'emplois aux jeunes, surtout en milieu rural. Adam, dites-moi, est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont en milieu un peu reculé de la ville, est-ce que ces jeunes-là ont envie de rester là-bas? Si chaque jour on dit « je veux venir à Lomé », ne serait-ce que conduire du zèbre, est-ce que ces jeunes-là, même si on crée ces emplois-là, ces jeunes-là, ils ont la volonté de rester là? Non, vous savez, il ne faut pas quand même concevoir la chose dans ce sens-là.
ne pensez pas que la jeunesse fait toujours l'immigration parce que qu'elle veut toujours rester dans les grandes villes. Et moi, je pense carrément d'ailleurs même le contraire, puisqu'aujourd'hui, moi, j'ai essayé de faire un petit sondage dans les plateaux. J'ai constaté que plus de 90% des jeunes qui émigrent des plateaux ne viennent pas à Lomé. Ils vont se chercher, et souvent c'est le Nigeria, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Bénin, etc. Et quand ils vont là-bas, ce n'est pas fondamentalement qu'ils restent, par exemple, dans les grandes villes, Cotonou, Abidjan. Tu les vois, mais ils reviennent quand même. Ça diffère avec le phénomène orca. Tout à fait. Ils reviennent avec des fortunes. Hein. Moi, j'ai dit, lorsque tu vas dans les plateaux, chez moi dans les plateaux, le nombre de paraboles, le nombre de groupes électrogènes qu'on en a, on n'a pas ça à Lomé. Et lorsque tu vois la vie de ces jeunes-là, mais vous quittez Lomé, vous allez... Dans les plateaux, c'est autre chose. Vous quittez Lomé, vous allez vous aurez honte. C'est dit tout simplement. Non, que là, c'est autre chose. Il faut dire c'est autre chose. Non, vous comprenez tout simplement. Ils ont la chance d'avoir les blancs avec eux. La même manière, je peux prendre par exemple, vous voyez des jeunes par exemple à 5 cassés. Je ne sais pas si vous avez déjà fait les exemples. Vous voyez un jeune à 5 cassés. C'est un vous ne pouvez jamais le comparer à un jeune à Lomé. Ce sont des millionnaires. Ce sont des gens qui ont des fortunes énormes. Des boutiques. Je t'assure. Et des gens qui dépendent. Mais attention. Donc, c'est dit tout simplement que ce sont les opportunités. Et je pense que aujourd'hui, on a compris que les facteurs du terrorisme ne sont plus seulement des facteurs religieux, comme on a tendance à pouvoir dans l'expérimenter par le passé. Aujourd'hui, le terrorisme trouve un terreau fertile compte tenu du fait que nous avons des jeunes toujours qui sont des jeunes désœuvrés, qui sont dans l'oisivité carrément et veulent s'occuper. Parce que lorsque le vide, la nature a toujours horreur du vide, comme on le dit. Et quelqu'un qui les occupe tout de suite, ils sont preneurs. Puisqu'il n'y a aucun, je vous l'interroge aujourd'hui, qui est toujours content de pouvoir rester sous la toit des parents, nourris, vêtis par les parents à plus de 20 ans. Il n'y en a pas. Vous posez la question à tous les jeunes. Aujourd'hui, à partir de 17 ans, les jeunes ne veulent plus rester avec les parents. Voilà. Donc, tout simplement, et c'est ce qu'est en train de faire aujourd'hui le gouvernement, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que lorsque nous prenons notre pays... Mais tout à l'heure, vous avez dit que, comme vous prenez un jeune à 5 cassés, par exemple, c'est un millionnaire. Oui, c'est un millionnaire, mais quand même... Comment se fait-il qu'au même moment qu'il y a des millionnaires, il y a d'autres qui sont... Non, la nature est ainsi faite. Vous prenez même... nos vies sont ainsi constituées. C'est vrai, à côté de quelqu'un qui se cherche... Est-ce qu'il ne peut pas aider ses frères, là? Non, ça dépend. Il a beaucoup de boutiques. L'aide reste toujours l'aide. Mais lorsque vous avez en possession une profession, vous avez en possession un emploi libéral, cela vous appartient. L'aide reste toujours l'aide. Non, quand je dis aider, ce n'est pas donner de l'argent chaque matin. Non, vous mais vous avez plusieurs boutiques. Non, mais ce n'est toujours pas évident. Mais lorsque je pense que le gouvernement prend ses responsabilités et permet à un jeune véritablement donc de pouvoir se prendre en charge, c'est différent. Et je pense que, quelque part, il y en a toujours, hein, on ne peut pas quand même dire qu'il n'y en a pas. Il y en a toujours. Il y en a qui le font toujours. Mais toujours, je pense que ça a toujours un goût d'inachevé. Et donc, c'est ce qu'a compris aujourd'hui le gouvernement en faisant en sorte que dans les zones, puisque nous avons des proportions de pauvreté qui sont différentes d'une région à une autre. Et je pense que la région du Septentrion est relevée comme au Togo étant la région la plus pauvre. Et c'est une évidence lorsque vous allez, qu'il soit au niveau des terrains cultivables. Aujourd'hui, c'est la promotion de l'agriculture. Mais je trouve mal qu'on puisse véritablement faire une promotion agricole qui tienne dans les régions des savanes. C'est très difficile. Il faudrait quand même qu'on puisse orienter les politiques autrement. Et c'est ce qui est en train de faire. Non, il y en a, bien évidemment. Par exemple, je pense que si on met l'accent plus sur le levage au niveau du septentrion, c'est un facteur qui peut davantage prendre que de pouvoir le mettre en orbite au niveau par exemple, de la région des plateaux, par exemple. Ce n'est pas évident. Puisque là-bas, parce que lorsque, oui, moi je dis, parce que là-bas, la jeunesse fait de la paresse énormément. Parce que lorsque tu compares, moi je ne le dis pas parce que moi je viens essentiellement d'une famille agricole. Et lorsque vous comparez, j'ai eu la chance quand même d'avoir un parent qui m'a permis de sillonner pratiquement tout le Togo. Et lorsque je le dis, non, bon, on l'était. Mais lorsque vous prenez les efforts, moi j'ai vu des gens avec qui nous sommes restés à Angers, ils ont quitté peut-être la région de Niamtougou, ils sont venus à leur propre charge. Parce qu'il y a des opportunités, vous allez au métallage, vous allez à Tête, qui ont loué, qui sont pris en charge, ont fini leur parcours. Vous ne pourrez quand même jamais voir ça dans les régions des plateaux. Or, on a pratiquement tout. Il y a le manger, il y a tout. Mais c'est là où vous trouvez des jeunes, beaucoup, qui font. Et nous, on a appris par là.
également. Donc, quand moi j'ai perdu tout mon pas, je n'ai pas eu de difficultés. Et je vous dis, pratiquement mes études universitaires, je les ai payées de moi-même. Donc, voyez-vous, c'est justement parce qu'il y a eu ce brassage-là et on a compris autrement les choses. Donc, il faudrait quand même qu'on puisse amener la jeunesse à comprendre que ce n'est pas fondamentalement des aides qu'on peut suivre. On peut véritablement suivre parce que nous avons des opportunités. Je pense que ces opportunités-là sont en train d'être créées par le gouvernement et je pense que d'ici peu, on ne pourra pas quand même citer ce facteur de d'oisivité comme étant un facteur qui donne de la valeur ajoutée au terrorisme. Je pense qu'on va tourner définitivement cette page-là. Alors Cyril, la même question par rapport à la création d'emplois aux jeunes, surtout en milieu rural. Ces jeunes-là, ils sont disposés à rester là tant qu'il y aura un emploi. Oui, je prends par exemple quand vous prenez aujourd'hui l'exode rural, pourquoi les jeunes se déplacent aujourd'hui? Les jeunes quittent leur village pour venir dans des grandes villes, pas forcément Lomé. C'est pour chercher de l'argent. Maintenant, si aujourd'hui, par exemple, le gouvernement arrive à créer de l'emploi, des affaires, du business pour recruter ces jeunes-là, des opportunités d'affaires pour recruter ces jeunes-là, pourquoi ils vont encore venir à Lomé? Ils seront occupés par quelque chose chez eux. Si ces propositions ont été faites, c'est parce que nos gouvernants ont constaté que ces jeunes sont souvent enrôlés par des djihadistes. Un djihadiste qui vient, qui te propose des sommes colossales, qui te dit, ok, viens, moi je te donne 500 000 par jour, je donne l'arme, tu vas aller tirer. Ouais. Mais ils vont partir. Ils vont partir. Toi qui n'arrives même pas à trouver 200 francs par jour, quelqu'un qui te fait cette proposition la main, tu es obligé de l'accepter. C'est beau quand vous allez aujourd'hui dans des pays comme le Niger, le Mali, même chez nous, au très fond du Togo, ces trucs-là peuvent aussi arriver. Donc, chez vous, au très fond du Togo, je parle de Pendjal. Je parle dans le Pendjal, théorie, et tout ça là. Ces genres de trucs-là peuvent aussi arriver. Parce que les terroristes aussi ont besoin des gens pour combattre. Alors, une chose est de créer des emplois, l'autre chose est d'être formé. Est-ce que ces jeunes-là ont les formations adéquates? Parce que on sait que quand vous avez au moins le bac, vous devez rester soit à Kara, soit à Lomé. Si les gens ne sont pas soit à Kara, soit à Lomé, vous pensez que quelqu'un va venir à Kara? Est-ce que nous tous, nous sommes obligés à faire des études universitaires? C'est pas évident. Oui, c'est pourquoi aujourd'hui. Moi, je le dis, si aujourd'hui, j'ai encore la chance de me réincarner, mais je ne ferai même pas des études universitaires. Qu'est-ce que ces papiers-là m'apportent aujourd'hui? Je n'arrive même pas à manger ces papiers-là. Or, si je me suis fait former, par exemple, qui a le même regret que moi, voilà, je fais une formation en mécanique. Aujourd'hui, Anita, tu ne vas même pas me reconnaître. Peut-être on n'aura même pas l'argent de se voir sur ce plateau-là. On n'allait pas se connaître. Voilà. Donc, je crois qu'il faudrait que les jeunes commencent déjà par apprendre un métier. Au moins un métier. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ont la licence, qui ont un niveau master, qui sont en train d'apprendre des métiers. Il y a le stylisme qui est là, la couture qui est là. Il y a des gens qui le font. Il y a la mécanique qui le font. Parce que quand vous regardez nos frères des pays anglophones, on se rend compte qu'ils ne servent à rien d'aller rester mais il faudrait que l'État mette des moyens à la disposition de ces gens-là. Pourquoi l'État, à travers peut-être ANADEB, ne peut pas recruter ces gens-là gratuitement pour les former? Moi, l'autre fois, il y a une fondation qui s'appelle la Pierre Angulaire, qui est en train de repérer les enfants de rue, qui est en train de repérer de Lomé jusqu'en Séquencier. C'est un projet de Lomé jusqu'en Séquencier. Tous les enfants de rue seront pris en compte parce que ces enfants de... Pour leur apprendre un métier ou bien pour aller les caser pour les insérer. Pour une insertion sociale. Parce que personne n'a souhaité de rester dans la rue pour avoir une éducation de rue. Et aussi ces enfants de rue là sont aussi des dangers pour nous. Oui, demain, oui. Des djihadistes qui viennent, qui leur donnent même un petit 100 000, on vous donne des armes, ils vont partir. Ils vont partir pour aller acheter Aïmol ou dehors. Et on te donne 200 000. 500 000.
tu vas aller Le tirer. choix, il est clair. Tu vas aller tirer. Donc aujourd'hui, il faudrait que l'État aussi mette à la disposition de ces structures-là, je parle de ANADER, pour qu'on recrute ces enfants-là et leur donner des formations. Il y a des formations qui sont là. Pourquoi ne pas prendre des hectares quelque part et les prendre tous et leur donner des formations et les récupérer? Parce que vous n'êtes pas sans savoir que ces jeunes-là aussi ont des informations. Hein. Ce sont des vrais informateurs. Oui. Ces jeunes de rue, tout ça, sont des vrais informateurs. Alors, donc, je crois que c'est une bonne idée de mettre ce point dans les recommandations. Voilà. Et l'autre recommandation, c'est l'instauration d'un climat de confiance entre jeunes et forces armées. Oui, est-ce je pense c'est possible? Parce qu'on sait que jeunes et forces armées... Vous savez, ce n'est pas une question... C'est souvent bang-bang, comme le disent... Oui, mais ça également, c'est une question d'éducation. C'est une question d'éducation parce que la conception qu'on nous a toujours appris, et ça, c'est depuis la maison. Et ça n'a rien à voir avec... lorsque vous prenez aujourd'hui, de vous à moi, vous prenez un corps habillé que vous voyez. Est-ce que vous voyez par devant vous quelqu'un de menaçant qui est là tout de suite parce qu'il est contre pratiquement la vie de la société? Je veux vous répondre, il n'y en a pas. Réellement, Non, j'en viens. C'est vrai que c'est pour des raisons de terminologie, on nous appelle civils, on les appelle militaires, compte tenu du fait qu'il y a une posture, lorsque vous êtes un corps habillé, il y a une posture qu'il faut donc respecter. Et par devant vous, lorsque vous avez également un citoyen, il faudrait véritablement donc le regarder. Donc ce sont des gens qui sont là. Ce sont des gens qui sont là. Voilà pourquoi moi j'aime pas. Il n'y a aucun citoyen ni aucun enfant qui a toujours accepté quelqu'un qui est là pour l'éduquer, sinon quelqu'un qui est là pour réformer. Même dans la société, on l'a vu, les grands réformateurs ont toujours été rejetés. Et c'est très difficile que vous voyez quelqu'un qui amène à respecter la loi, soit donc accepté. Voilà un peu le paradoxe qui amène à comprendre que peut-être que ce sont des gens à qui nous ne pouvons pas aujourd'hui créer un climat de confiance. Et ça, je le dis, les parents sont plus interpellés. Puis c'est ce qu'on nous dit à la maison. Voilà, que nous reversons en tout cas. En fait, ce sont des gens, il faut comprendre tout simplement. Pourquoi je dis que c'est une question d'éducation? Ce sont des gens qui sont appelés à faire respecter l'autorité régalienne au sein de la population. Vous devez comprendre que lorsque vous êtes interpellé par un agent de force de l'ordre, ne voyez pas en lui la personne que vous voyez. En réalité, vous le respectez compte tenu de ce qu'il porte. Ce qu'il porte. Donc, et je pense que si nous comprenons comme ça, que nous respectons les choses telles que cela se doit, tout serait bien passé. C'est justement parce que vous le voyez comme ce petit-là. Non, ne voyez pas en lui ce petit, mais voyez en lui le pouvoir que lui confère l'autorité. Est-ce que les gens voient en eux le petit ou bien les gens voient en eux leur côté, excusez-moi, un peu brutal? Non, mais est-ce que justement lorsque vous voyez des gens qui raisonnent de la sorte, est-ce que par devant vous allez à ceux qui voyez ce qu'ils font à ces gens-là avant que cette brutalité-là ne sorte? Imaginez-vous. Moi, pour répondre à l'une de vos questions, moi je suis fils d'un corps habillé et donc par conséquent, je sais comment ça se passe. Et nous également, l'éducation d'un enfant d'un corps habillé, c'est différent. Donc, voyez-vous, donc la rigueur en termes de respect, mais elle est totale. Elle est totale. Ce n'est pas la même chose. Parce que toi, l'enfant, c'est vrai que de toutes les façons, on le prend ainsi, mais toujours, il y a toujours des brebis galeuses de toutes les façons, partout ailleurs comme vous les trouverez. Prenons les hommes par exemple. Quand on vous dit de rester à la devanture là, et que personne n'entre, vous allez dire tout simplement à la personne, on dit que personne n'entre. Mais si c'est encore à bien dire, hey, tu vas où? Tu vois, non, mais aujourd'hui, je pense que oui, tu n'as pas le courage de faire un pas. Non, ce n'est pas la même chose. Je pense qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup, comme on le dit au sein de la population civile, de la même manière, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas constaté des améliorations dans les pratiques et les usages des forces de l'ordre. Il faut d'abord s'aventurer dans non, ça a beaucoup changé. Non, ça a beaucoup changé. Puisque c'est avant tout des humains. Moi, je donnais un exemple là, un exemple que je ne vais pas partager ici. Il revenait des nuits. Bon, un corps habillé que je ne connaissais pas. Mais c'est sur un truc délicat, mais qui a accepté le faire. Donc, voyez-vous, quelque part, ce sont des humains, ils sont nos frères, nos parents d'abord. Donc, essayez d'avoir des postures comportementales dignes de ce nom envers eux. Et je pense que c'est le reliquat qui vous sera donné. Mais c'est justement le fait que vous allez déjà
d'une manière déjà défaillante, et l'autre de toutes les façons vous applique ce dont vous êtes porteur, tout simplement. Alors Cyril, possibilité de climat de confiance entre forces de l'ordre et forces armées. Je crois qu'en temps, le général Yarka, le ministre de la Sécurité, a entamé ce genre de projet, police de proximité entre ils appellent civilo-militaire, un terme, quelque chose comme ça, qu'ils ont donné à ce truc-là. Moi, je le dis, au fait, les militaires, les policiers, les gendarmes ne représentent pas trop de danger pour nous. Parce que ce sont des gens qui ont tout d'abord la rigueur. Un instant. Il y a pas trop de menaces, il y a la rigueur et la discipline. Et aussi, ils ont plusieurs missions. Il y a le maintien d'ordre, le rétablissement d'ordre, la régulation de la circulation, etc. Maintenant, il y a aussi des gens, des militaires qui sont zélés. Par exemple, il y a des gens, des militaires qui sont là, qui viennent, ou des gendarmes ou des policiers qui sont là, qui viennent, on ne leur fait rien, ils viennent, ils te prennent à la maison, on te dépose dans une brigade ou dans un commissariat. Et tu peux faire des heures sans qu'on te signifie ce que tu as fait pour qu'on t'amène là-bas. Donc, ces genres de trucs, ces genres de pratiques ont fait qu'il y a une crise de confiance qui est née entre les militaires et les civils, ou entre les policiers et les civils. Mais je crois que il y a aussi des punitions. Hein. Aujourd'hui, aucun policier n'a le droit d'embêter un civil. Quand tu l'embêtes, il y a l'inspection générale de la police qui est là, tu déposes une plainte, le policier sera tollé. C'est autre chose, ça. Est-ce qu'ici au Togo, nous avons la culture de porter plainte? C'est ça, hein? Non, les gens le font actuellement. Les gens le font actuellement. Aujourd'hui, ils sont une centaine qui sont en tôle. C'est pourquoi on demande. Au niveau de la sûreté. Voilà, c'est pourquoi on demande à ce que les policiers, vous les verrez aujourd'hui, ils ont pratiquement leur numéro, matricule et nom qui est là. Voilà. Donc lui-même également, c'est déjà des mesures dissuasives qui ne l'amènent pas à poser des actes inappropriés sur et déjà, même s'il n'a pas son numéro matricule et le nom, et il vous interpelle, est-ce que vous avez la possibilité? On sait en même temps qui. Est-ce que c'est la brigade motorisée ou c'est le commissariat? Ils vont te le dire en même temps. Donc aujourd'hui, il y a un plan ou une stratégie qui est mise en place pour aussi les inculper. Si la plainte qu'ils déposent s'avère, là, on le punit. Il y a des gens qui sont aujourd'hui en tôle comme ça pour ces mauvaises pratiques-là. Donc je crois que petit à petit, il y a cette confiance-là qui est en train de naître entre le policier et le civil, ou entre le militaire et le civil. Aujourd'hui, ça ne serait plus possible de dire « Hey, monsieur, non, moi comme ça tu m'appelles, hey, moi je ne te vois même pas. » Moi je ne te vois même pas. Je ne te vois même pas. Je ne te vois même pas. Et vous allez voir qu'il y a des... Même si tu es petit, il t'appelle monsieur. Il t'appelle monsieur. Il t'appelle Madame Anita. Ou Monsieur Cyril. Mais hey, je crois que c'est au temps du général. Et il y a des mains... Ces ailes-là n'existent plus aujourd'hui. Alors, Adam, rapidement, avant qu'on passe à la revue des titres. Par rapport au terrorisme. Je pense que le terrorisme aujourd'hui, c'est un événement qui nous interpelle tous. Parce que ce que j'ai comme l'impression de constater, c'est qu'on a comme l'impression, la population considère, voilà, ceux qui devaient donc lutter contre le fléau sont le gouvernement, les soldats. Et cela n'interpelle nullement pas la population. Je pense que nous devons quand même faire un effort, chacun, là où il se trouverait, de pouvoir faire un effort, de pouvoir semer le grain de savoir, de connaissance, et d'amener quelqu'un à changer de mentalité. Et puis c'est ce qui amène aujourd'hui les jeunes. C'est pourquoi je dis l'interpellation du cercle familial est très importante. Dans la mesure où ce que nous disons même par rapport à nos dirigeants, nos gouvernants, que nous-mêmes nous avons élus, amène directement vos progénitures à se révolter, sans réellement avoir des motifs réels pour justifier l'acte que vous voulez semer dans la tête. Donc nous devons comprendre que ce sont ces actes-là, réunis, qui amènent véritablement des enfants à avoir des intentions de terrorisme, de rebelles dans la société. Le terrorisme n'est pas seulement ceux qui viennent tuer, mais le terrorisme, c'est quand vous amenez un enfant récalcitrant
à ne pas pouvoir changer, vous le renforcez dans ces vœux de pouvoir être dans cet état-là, vous créez, vous semez dans le terrorisme. Donc c'est pourquoi moi j'interpelle pratiquement la population à pouvoir véritablement rejoindre donc la navire de la lutte et chacun devait donc poser des actes qui vont dans le sens de l'apaisement dans nos populations. Et voilà, vous l'avez compris, nous allons marquer une petite pause et revenir avec la une des journaux. Octavio, c'est bon? Usagers, prêts pour prendre la route? La Société autonome de financement de l'entretien routier, SAFER, vous simplifie la vie avec son système automatisé des postes de péage. Pour franchir les postes de Davier sur la route nationale numéro 1, Vaudoubé sur la route nationale numéro 2 et Akepedo sur le grand contournement de Lomé, vous avez désormais le choix entre un paiement en espèces, par carte magnétique ou par vignette. Pour avoir la carte magnétique ou la vignette et éviter les tracasseries liées à la monnaie, il suffit de vous abonner. Le télépéage, c'est la solution qui simplifie la vie des usagers de la route, avec des postes informatisés et sécurisés, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Une circulation désengorgée, un trafic plus fluide, une réduction significative du temps de franchissement. La SAFER, au service. Retour donc en studio, nous allons commencer avec Vision d'Afrique. Vous avez vu l'image tout à l'heure. Vision d'Afrique qui est dans les kiosques depuis ce matin au prix de 250 francs seulement, ou bien vous avez augmenté? Non. Ou bien vous avez Le revu le prix à la baisse. C'est à 200 maintenant. 250 francs. Toujours 250 francs. Vous pouvez également voir. Ok, à 250 francs seulement. Il rejoint la troupe des seulement. Alors, Vision d'Afrique dans les kiosques depuis ce matin, à près de 250 francs seulement. On peut lire à la une: Nourrir l'Afrique. La BAD va investir 10 milliards de dollars pour faire de l'Afrique le premier du monde. Le Togo met sur orbite une politique ambitieuse, des mesures concrètes. Adam? Oui, je pense que la semaine dernière, nous annonçons le sommet Nourrir l'Afrique, donc l'acte 2, s'est tenu à Dakar. C'est une organisation... Avec ce discours du président sénégalais. Oui, tout à fait. Que chacun... L'Afrique est capable de se nourrir. Tout à fait. Et donc, je pense une initiative de la Banque africaine de développement qui réunit les chefs d'État et de gouvernement, mais justement également certaines organisations œuvrant dans le sens donc, de l'agriculture. Je pense que c'est vrai que ce discours-là a longtemps fait le tour de l'Afrique, faisant croire que voilà, l'Afrique a toujours des potentialités liées donc à la production agricole. Mais ces potentialités-là, de vous à moi, nous savons pertinemment que nous les exploitons moins. Mais je pense que l'évidence est que les gouvernants ont compris nécessairement que notre développement devait donc passer par les potentialités que nous avons. Et la toute première potentialité que nous avons, c'est le fait d'avoir donc des terres fertiles, des terres arables. Pourquoi ne pas donc s'appesantir sur ce potentiel-là pour développer nos économies, pour développer nos pays? C'est en cela que le sommet de Dakar a eu lieu, notamment donc l'acte 2, et concomitamment à l'acte 2, le Togo a mis sur orbite, comme nous l'avons dit, une politique ambitieuse qui a débuté avec des forats différents de ce que nous avions constaté par le passé. Et cela répond donc à une ambition. Je pense que pour ceux qui ont lu le programme de société en son temps du candidat Faure Essongena Gnassingbé, ont compris qu'il avait mis l'accent sur des potentialités de chaque région. Nous en parlons tout à l'heure en disant le fait que nous avons dans nos régions des potentialités diverses, parce que nous avons évoqué le cas de la région du Septentrion, et vous l'avez vu par devant vous-même lorsque le chef de l'État y était. Ce que les jeunes ont présenté, c'est d'abord majoritairement des projets liés donc à l'élevage. Ça veut dire que l'élevage est une potentialité de la région des savanes. Donc vous l'avez constaté également que lorsqu'on était dans la région maritime, la réalité est tout autre. Et donc je pense que voilà, lorsque le chef de l'État lui-même se met en avant et discute directement, interactif avec ces producteurs-là, cela les rassure. Tu sais, quelque part, moi j'ai toujours l'habitude de dire, lorsque vous prenez un jeune, on lance un concours qui va donc à ce concours-là, ceux que vous voyez qui participent au concours ne sont pas seulement fondamentalement ceux qui cherchent des emplois.
il y en a qui ne sont pas valorisés dans leur secteur d'activité, mais qui se sentent autosuffisants, mais se disent que voilà, j'irai partir, c'est eux qu'on valorise plus. Il y en a qui sont à la recherche de l'emploi, mais ceux qui font également, qui constituent donc des alternatives pour rejoindre dans d'autres bacs. Donc je pense qu'aujourd'hui, la politique du gouvernement, c'est de faire en sorte que vous soyez davantage considérés dans vos secteurs d'activité. Et je pense que la vision est consacrée aujourd'hui au monde paysan. Et tout le monde a compris aujourd'hui que vous allez constater qu'il y a eu différenciation en terminologie de ce qui est aujourd'hui. On parle d'agriculteurs, on parle des professionnels de terre, etc. Ça vous a dit, la mentalité a commencé par changer. Et justement également, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous ne sommes pas devant un secteur d'activité qui constitue pas faire des pratiques rudimentaires comme ce que nous avons constaté dans les années 80, etc. Mais aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Et on l'a vu à chaque forum, on a vu qu'il y a donc du matériel qui est donc offert à des groupements de paysans. Et lorsqu'on parle de groupements de paysans, c'est pratiquement toute la localité à partir du moment où vous êtes dans un secteur d'activité qui nécessite l'usage donc de ce matériel-là. Vous êtes à même de pouvoir véritablement faire avec des contributions s'il faut la maintenance de ce matériel-là et que ce matériel-là vous serve également. Donc je pense que, et sans oublier également la politique des APP, des zones aménagées, planifiées pour de l'agriculture extensive. Donc je pense que ceci nous amènera d'ici peu. Il y a également l'élevage qui se fait. J'ai eu la chance de visiter 2 ou 3 arbres. Voilà. Et donc, vous allez constater également que lorsque vous prenez au niveau des formations, vous utilisez le cas des IFAD aujourd'hui qui sont créés et on continuera à les avoir davantage et faire en sorte que chacun, là où il se trouve, et au regard des potentialités qui lui sont donc en fait, puisse exercer aisément et trouver son compte. Et je pense que le Togo, en lien avec cette politique menée par la BAD, est véritablement, dont nous avons justement pris l'exemple du Togo, pour prouver que faire de l'Afrique le grenier du monde est possible et le Togo en est un exemple. Alors, après Vision d'Afrique, c'est le républicain, dans les kiosques, ça fait plus d'une semaine déjà, c'est à près de 250 francs seulement. J'ajoute le seulement. Vous voulez rejoindre le cercle même des avec les 2 quand les gens n'arrivent même pas à payer. Est-ce qu'on peut payer en ligne? Oui, c'est possible. Alors, vous nous faites signe ici à Espoir 47, on vous met en contact avec le directeur de publication, comme ça vous payez le journal en ligne, c'est rapide. Tout de suite, vous avez votre journal et vous pouvez lire le républicain.info qui met à sa une MSL, médecine du sport, le plan stratégique de développement 2023-2027 validé. Oui, je crois que c'est... Mais là, c'est le sport. C'est le sport vraiment. Puisque nous arrivons à la fin de cette émission. C'est un projet du ministère des Sports et des Loisirs. Sous l'impulsion sur les instructions du président de la République et son gouvernement aujourd'hui, le gouvernement veut prendre en compte tous les problèmes du sport togolais. Quand je parle du sport, il y a aussi des gens qui sont souvent blessés. Quand vous prenez presque tous les clubs du Togo aujourd'hui, c'est rare de voir des clubs qui ont un médecin du sport. C'est rare aussi de voir un club qui a un kiné. C'est parce qu'il n'y a pas les moyens. C'est pourquoi aujourd'hui, le ministère des Sports a suggéré ce plan-là pour essayer d'accompagner les clubs. Il y a des joueurs qui se blessent aujourd'hui. Le club n'a pas de moyens pour les soigner. Le joueur même n'a pas les moyens pour se soigner. Et il est à la maison. Donc aujourd'hui, c'est... le gouvernement, à travers le ministère des Sports, est dans une dynamique de réformer ou d'apporter des nouvelles réformes à ce secteur qui est le sport. Pas plus longtemps, l'autre fois, c'est la professionnalisation du football qui a été aussi lancée. Aujourd'hui, il faudrait que le sport ou le football amène ces jeunes-là à vivre de ce métier-là. Je dis, il y a des joueurs, souvent, entre guillemets, on les appelle, ce sont des Yankee Kemans.
excuse-moi pour le terme. Quémandé. Quémandé. Il y a des gens qui te disent, oh, est-ce qu'ils sont des joueurs de club ou des ce sont des joueurs des clubs. Ceux des joueurs des clubs. Ils ne sont pas payés. Comment se fait-il? Il y a des gens qui sont là, qui font aujourd'hui 3 mois. Mais il y a le confrère Régis qui, s'il était là, qui pourrait le confirmer. Qui font déjà 3, 4 mois, 5 mois, qui n'ont pas leur dû, qui ne sont pas payés. Donc il faudrait que ces gens de réforme-là... C'est une mauvaise foi des responsables des clubs ou bien c'est les moyens? Ce sont les moyens. Ce sont les moyens. Et je crois que ce projet de la professionnalisation du football togolais veut éradiquer tout ça là. Parce que d'après le projet, il y a plusieurs clubs qui vont disparaître. Par exemple, pour tout le Grand Lomé, on n'aura que 4 clubs. On n'aura que 4 clubs. Il y a Agaza, Entente 2 et... Unisport. Non, il n'y a pas Unisport. Il y a Asfosa et il y a un autre club là. Dans tous les clubs qui sont des sociétés, je parle de ASOTR, je parle de Togoport, tous ces clubs là vont disparaître. On ne peut pas prendre les joueurs là-bas pour... Oui, c'est ce qu'on veut faire. En fait l'idée derrière, c'est quoi? Il ne faut pas voir seulement la disparition de ces clubs-là. L'idée, la ministre, parce que pour ceux qui suivent véritablement dans l'actualité depuis qu'elle est là, c'est justement d'amener, comme on l'a dit, en fait, c'est qu'elle se situe en réalité dans la feuille de route du gouvernement, qui veut, comme je le disais tantôt, dans le secteur agricole, que chacun, dans son domaine d'activité, puisse véritablement donc trouver son compte. Lorsque vous choisissez aujourd'hui, le football n'est plus un jeu, c'est une profession aujourd'hui. Lorsque vous choisissez d'être footballeur, il faut d'être véritablement, que vous soyez émancipé et que vous vivez de cette profession-là. Donc justement, en éliminant ces clubs-là, c'est renforcer en réalité ceux qui sont là. Parce que c'est facile à un homme aujourd'hui, parce qu'il a les moyens d'aller créer son club et directement de faire ce qu'il veut. Ce ne serait plus comme ça dorénavant. Il faudrait que les forces soient renforcées. Et lorsque vous êtes renforcé, vous avez les moyens qu'il faut, vous avez les outils qu'il faut et vous avez les professionnels comme Cyril le disait tantôt en ce qui concerne le fait qu'aujourd'hui les gens se blessent, ils n'ont ni les moyens, le club n'a ni les moyens de les prendre en charge. Donc ça veut dire que quelque part on fragilise. Mais la personne était en train de jouer pour le club. Oui, bien sûr. Et d'ailleurs même on dit qu'il est salarié, mais justement allez-y voir ce qu'il en est. Donc c'est de faire en sorte que des gens puissent vivre. Et ça, c'est justement le projet est lié à la feuille de route du gouvernement. Faire en sorte que si vous choisissez cette profession-là, que vous soyez à l'aise et vivre véritablement de cette profession-là. Donc c'est de pouvoir amener ceux qui sont et ceux qui sont réticents. Puisque je l'ai dit tantôt, les gens ne sont pas... Oui. Les gens ne sont pas toujours d'accord lorsque vous êtes un réformateur, vous arrivez dans un secteur, il y a des gens qui tiennent toujours tête. Et moi je pense qu'il faut... On a souvent l'habitude de dire, c'est comme ça qu'on faisait. Non, il faut mettre l'intérêt supérieur de la nation par devant tout. C'est ce qu'il faut voir. Et là je pense que le ministre est en train de faire le job. Il fait en sorte que l'intérêt supérieur de la nation soit primé au-dessus des intérêts partisans que les gens essaient aujourd'hui de mettre en avant en faisant en sorte que, en faisant valoir le fait qu'ils ont des moyens. Or, en réalité, ces gens-là sont exploités. Les jeunes gens qui officient dans ces clubs-là sont exploités. Il faudrait arriver véritablement à faire en sorte que lorsque vous êtes d'un club, vous vivez. Et lorsqu'on voit vos salaires, vous avez véritablement un salaire. Et lorsque vous finissez votre carrière également, vous avez donc des après-carrières qui sont donc dessinés. Voilà. C'est en cela qu'il faut donc arriver. Que quelqu'un soit et faire un en sorte joueur que, ouais. Et à 40 ans, avec 45 ans. Avec ce projet, tu prépares déjà ta retraite. Parce qu'il y a une sécurité sociale aussi qui est mise en place. Voilà. Donc, je pense que... Alors là, on peut dire qu'on aura des joueurs togolais qui chaque préfecture aura seulement un seul professionnel. Chaque préfecture aura seulement un seul club. Et c'est bien. Vous verrez qu'il y a donc le challenge qui sera là. Et les jeunes trouveront véritablement leur compte. Donc moi, ici, c'est le lieu d'exhorter ceux qui sont en train de faire barrière donc à ces réformes-là engagées qui vont à l'encontre de l'intérêt faire les réformes n'a jamais faire en sorte que nous acceptons réellement que nous ayons un secteur vraiment réformé pour faire en sorte que ceux qui choisissent d'exercer dans ce secteur-là puissent vivre véritablement dans de leur profession. Merci à vous, Madame Adrono. Merci, Cyril Sablassou. Chers téléspectateurs, merci à vous de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous jeudi à partir de 10h. Vous aurez la rediffusion de ce numéro aujourd'hui à partir de 20h.